très très heureux d'être dans votre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk. Nous sommes chez vous à la maison, vous êtes tous les soirs plus nombreux à nous regarder, ça nous touche, ça nous va énormément. Eh ben, voilà, vous le savez. Élisée est avec nous. Élisée, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice, je vais très bien. Et toi-même, mon frère? Ça va très 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 bien. Le bleu est de rigueur ce soir. Always. Chemise bleue sur du noir. C'est ça. Ça fait ressortir toute la beauté de votre costume. Merci beaucoup. C'est un peu comme moi, la chemise aussi. Il y a du bleu dans l'air, il y a du bleu. Hein. Bonsoir, Dada, vous avez une chemise bleue également? Ben, bien sûr, j'ai porté cette chemise en hommage à... Et là, je m'apprête à aller voir mon couturier qui doit me faire un bazin Jesner brodé de haut jusqu'en bas. Très bien, Daouda, il n'y a pas de problème. Alors, Madame Bleu, bon, on a parlé beaucoup de bleu tout à l'heure. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Le bleu est de rigueur. Oui. Le bleu est de retour dans mon cœur. Waouh, c'est joli ça, c'est joli ça. Bonsoir Sarah, comment allez-vous? Bonsoir Brice, très très bien, merci. Ben, on va très très bien, très très heureux d'être en votre compagnie. Bon, les amis, on va évoquer le point du strap. Et puis, tout à l'heure, nous serons en compagnie de M. Aké Toussaint. M. Toussaint Aké, avec lui, on parlera de livraison. Il sera notre invité. Tout à l'heure, premier invité sur le plateau, il sera avec nous. Jeune, dynamique, il aura l'occasion de nous expliquer un peu comment tout ça marche. Bon, les amis, entre-temps, on va évoquer le point Industrap. C'est notre point 1 pour notre grand talk ce soir. Nous recevions sur ce plateau il y a quelques jours les familles, en tout cas des familles de victimes du drame qui s'est produit. Donc on se souvient, on le rappelle encore une fois, sur le site d'Industrap à Yopougon. Le bilan est connu. On a parlé de 5 victimes, notamment 3 personnes, 8 victimes, 5 blessés et 3 personnes décédées. Les choses ont évolué entre-temps. La société Industrap a produit un communiqué. Élisée Bolougbe. Oui, effectivement, un communiqué, je crois, en date d'hier, qui a été produit du dimanche, voilà, dimanche avant-hier. Ok, d'accord, avant-hier. Et ce communiqué-là, dans lequel la direction générale d'Industrap confirme effectivement le bilan de 8 victimes, dont 3 décès et 5 blessés. Et je veux dire, la direction générale aussi informe, en même temps, par la même occasion, qu'une enquête est en cours, aussi bien par les autorités administratives que par la direction même d'Industrap. Ça, c'est dans le fond. Certains se posent la question, pourquoi maintenant? Pourquoi pas plus tôt? Oui. Ou vous estimez que le timing, il est parfait? Non, oui, la décision, ou du moins la préoccupation de certains Ivoiriens sur, je dirais, le délai de publication du communiqué, moi je trouve qu'il est légitime. Personnellement, vous voyez, quand tu n'es pas souvent dans une telle situation, tu ne peux pas comprendre. Mais quelqu'un qui perd un parent ou qui a un parent qui est blessé et qui jusque-là ignore les circonstances et qui n'a même pas un communiqué d'apaisement de la direction, vous savez que c'est quand même difficile. La première chose qu'on a en partage sous nos tropiques en Afrique et qui nous est reconnue quand même, c'est cette solidarité-là. Donc avant même que peut-être on lui situe les responsabilités, l'une des premières choses à faire, c'est dans les premières heures publier vraiment un communiqué qui vient quand même apporter la solidarité, qui vient exprimer quand même la compassion qu'on a vis-à-vis des victimes et des parents des victimes. Mais Élisée, il y a une chose aussi à noter, c'est que quand nous recevions les parents des victimes sur le plateau, elles ont bien signalé que la société a délégué des membres du personnel pour aller leur dire le fameux Yako. Donc ce Yako-là ne fait-il pas un tout petit peu office de se communiquer pour apaiser, si vous voulez? Donc si on estime que le fait de déléguer des citoyens ou bien des membres de la direction pour aller présenter le Yako aux familles, si on estime que ça c'est suffisant, le communiqué a quel sens? Le communiqué a le sens d'informer le public. Parce que vous disiez tout à l'heure, vous parlez de la peine des familles. Et donc je pense que pour apaiser la peine des familles, il y a cette première démarche. Et ensuite, il y a peut-être la démarche d'informer le public. Non, on parle quand même d'une entreprise et pour laquelle les employés, malheureusement, ont été victimes d'un accident de travail. Derrière, il y a l'opinion aussi publique qui attend des informations qu'il faut informer. Ce communiqué-là... Et ça doit montrer que déjà, au sein de l'entreprise, il y a une cellule de crise. Mais là, on n'a pas l'impression qu'il y a une cellule de crise au sein de cette entreprise. Et en plus, le communiqué, s'il était sorti 2 jours après, ou 1 jour, 2 jours, 3 jours après, on aurait compris parce que de toute façon, les faits, ils sont là. Après, une enquête est en cours, puisqu'il y a il y a le cabinet du ministère de l'Emploi et de la fonction publique qui s'est rendu sur place
pour s'enquérir de la situation. Mais les faits, ils sont là. Il y a eu des morts, il y a eu des victimes. Et il faut annoncer l'opinion publique de cette situation et que vous prenez les choses en main pour pouvoir trouver une issue pour les familles, la prise en charge et tout ce qui suit après. Mais quand on se retrouve jusqu'au 25 juin, alors que l'incident et le drame a eu lieu le 14 juin, donc près de 11 jours après, je trouve que c'est énorme et c'est insensé. Oui, et puis je pense que le communiqué aussi, enfin, en tout cas les familles des victimes sont très sensibles à ce qui peut être partagé dans un communiqué, pour la simple et bonne raison qu'ils ont besoin d'explications. Et pas juste voilà, un message de condoléances. Donc effectivement, le temps paraît un petit peu long pour partager un tel document. Il aurait dû être fait, je pense, dans les 2-3 jours. Après, voilà, quand on se trouve dans une situation un peu dramatique, on essaye tout d'abord de comprendre ce qui se passe pour ensuite partager la meilleure information possible. Mais l'objectif du communiqué, il est effectivement pour le public, mais il est aussi d'une grande utilité pour les familles, dans le sens où elles ont besoin d'avoir plus d'éléments, plus d'informations. Et partager ses condoléances, c'est très bien. Maintenant, donner des explications plus concrètes, c'est une chose aussi très urgente, je pense, pour les familles, pour le respect des personnes qui sont disparues, parce que c'est un drame. Vous parlez de délai par rapport au communiqué, même, je veux dire, 11 jours après, le communiqué ne fait que relater ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et après, le communiqué annonce une nouvelle, parce que ça, quand même, il faut le signaler, c'est que dans le communiqué, on apprend que les 5 personnes qui étaient à l'hôpital sont sorties. Mais en fait, le problème de ce communiqué-là, Brice, il faut le regarder de façon... Il faut lire le communiqué froidement. C'est un communiqué laconique, lapidaire. Pourquoi vous dites ça? Oui, c'est laconique dans la mesure où mes prédécesseurs ont parlé du délai. Mais après un tel drame, d'une telle gravité, d'une telle violence, tu ne peux pas venir des jours après, venir nous sortir. Industrial s'incline sur la mort des décédés. Et la mémoire des décédés. Et tout est mis en œuvre. Mais au-delà d'accuser Industrap, moi j'accuse même les autorités publiques au niveau de Yopougon. Jusqu'à présent, 11 jours après, qu'est-ce qui a été réellement fait pour qu'on sache ce qui s'est réellement passé? On n'entend absolument rien. Pourtant, qu'on le veuille ou non, la police nationale, il suffit qu'il y ait un petit incident à gauche ou à droite, automatiquement, on a le bilan, on a la cause, qu'est-ce qui a créé tout cela. Mais jusqu'à aujourd'hui, pour cette situation, on ne sait absolument rien. Et c'est grave. Pendant que ces entreprises qui sont à la zone portuaire, là, qu'on le veuille ou non, c'est des esclavagistes des temps modernes. Je pèse mes mots et franchement, je pèse mes mots et ce que je dis, franchement, je l'assume clairement. Ben, d'accord. Oui, je peux comprendre, hein, effectivement qu'on soit tous unanimes ici à reconnaître que le communiqué, vu le timing, il est quand même un peu désuet. Il aurait pu être, si c'est juste ce qu'on a dans le communiqué là, je pense qu'on aurait pu quand même le faire longtemps avant. Mais aussi, je crois que, pour rebondir sur ce que Daouda a dit, moi je pense que c'est une enquête. C'est vrai, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas déjà préjuger, nous, de prime abord, que dans les 3 ou 4 jours qui suivaient le décès, on aurait pu avoir déjà toutes les causes, tout ce qui était à la base. Je crois que c'est une enquête. Ce que nous, on reproche ici, en fait, comme on l'a dit, déjà, le fait que le communiqué soit venu un peu tard, ça, c'est une réalité. Mais deuxièmement, on se dit que le contenu, même en tant que lui, si c'est vraiment ça qu'on devait mettre en avant, on n'avait pas besoin d'attendre 11 jours avant. Maintenant, je finis dessus. Pour dire que non. Vous avez une minute pour oui, sur l'information, l'enquête est en cours. Moi, je peux considérer que 11 jours après le décès, l'enquête poursuit. Parce que je pense que des informations que nous avons, Daouda, des informations que nous avons, c'est aujourd'hui même, je pense que certaines familles où il y a ont reçu le certificat de décès de leurs parents décédés, et d'autres sont encore en train d'avoir... Moi, ce qui me gêne dans l'histoire, c'est que quand l'affaire a eu lieu, pour ceux qui ont suivi cette affaire avec nous sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qui a été fait pour ceux qui filmaient? Et même on a eu un témoignage sur ce plateau, on empêchait les gens de filmer. Tous ceux qui avaient leur téléphone portable ont vu leur téléphone portable confisqué et le contenu effacé. Mais pourquoi, diandre, on empêche les gens confisqué par qui? Par la police nationale à l'intérieur. Ça a été dit sur ce plateau ici, M. Élysée. Ils ont témoigné clairement. Donc, il y a une volonté manifeste de nous cacher des choses. Et il faut que Industrap, même s'il y a beaucoup d'entreprises esclavagistes au port, à la zone industrielle, il faut qu'aujourd'hui, Industrap paye pour les autres et que ça soit un exemple pour tout le monde. Clairement. Pour servir une extension de cette situation. Pour servir une extension de cette situation, parce qu'on parle d'un drame qui est arrivé. Ce n'est pas la première fois qu'un drame arrive au niveau d'Industrap. On se rappelle, en 2020, c'est le deuxième. Et il y a d'autres entreprises dans la zone industrielle qui ont vécu aussi ces accidents de travail.
Le lieu, je pense qu'il est important de rappeler à tout ce qui est inspection du travail et autorité administrative de continuer et d'intensifier les contrôles de sécurité dans ces usines. Bien sûr. Certaines usines ont la norme ISO 9000, etc. Mais je pense qu'il est important pour la sécurité parce que le bien-être des employés, je pense que c'est ce qui devrait passer au-dessus de l'argent. Donc, il est important que ces visites d'inspection surprises se fassent régulièrement, chaque mois, pour pouvoir vérifier si les employés de ces usines, dans la zone industrielle de Yopougon et dans d'autres également, sont protégés et sont dans les meilleures conditions de travail. Surtout pour éviter ce genre de drame. Pour éviter qu'on soit dans la réaction, il faut éviter que ces choses se produisent. En tout cas, c'est bien noté. Nous, en tout cas, nous sommes en contact très étroit avec les différentes familles. Et aussi, on espère, on l'a dit depuis longtemps, avec les responsables d'Industrap, qu'on invite, ou en tout cas qu'on essaie de joindre chaque fois pour essayer de partager l'information et pour ne pas donner l'impression que c'est un procès qu'on fait à Industrap. Nous demeurons ouverts donc à toute forme de communication. Mais ils ne sont pas prêts à discuter. Pour l'instant, ils ne sont pas prêts à discuter. Le DRH qui est là-bas n'est pas prêt à discuter. Très bien, Daouda, merci beaucoup, vous avez bien noté. Bon, on va recevoir notre invité pour la suite, monsieur Toussaint Ake, qui va nous rejoindre sur le plateau du Grand Talk. Avec lui, on va parler donc de la problématique ou la question des livraisons en Côte d'Ivoire. On le reçoit à présent sur le plateau du Grand Talk. Monsieur Ake, bonsoir, installez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, directeur d'une société qui a professionnalisé la livraison. Expliquez-nous un tout petit peu d'où vient cette idée et comment vous entendez professionnaliser, comment vous professionnalisez un tout petit peu ce domaine-là, qui, on le sait, est un peu quand même voué à une forme d'anarchie. Bon alors, l'idée de m'investir dans la livraison déjà vient par le fait que j'ai été moi-même livreur. Ah oui. Sous deux cieux. Et ayant appris de cette expérience dans un grand groupe européen, j'ai voulu m'installer en Côte d'Ivoire et vu que j'ai vu que ici le e-commerce est en train de gagner du terrain, je me suis dit faut répondre à la question essentielle du commerce électronique qui est la livraison. Parce que une chose est de vendre en ligne, une autre est d'assurer la distribution. Alors vous arrivez, vous tombez sur un marché qui, je le répète, un petit peu anarchique, mais vous dites il faut que je fasse mieux, il faut que je fasse différemment. Oui. Et comment vous disposez les choses pour faire les choses différemment? Alors, parce qu'on parle de professionnels quand même, hein, des professionnels de la livraison. Oui. Vous savez, 85% du secteur est dominé par l'informel. Déjà, moi, qu'est-ce que j'apporte de nouveau? Je digitalise carrément le système de commande. Parce qu'on a l'habitude aujourd'hui, bon, jusqu'à présent, la plupart des commerçants avaient cette habitude de commander par exemple sur Facebook. Ils font juste un post, besoin d'un livreur et tout. C'était vraiment anarchique, comme vous dites. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'Oblack apporte? Oblack permet aux commerçants de pouvoir non seulement commander en ligne, suivre l'évolution de sa livraison et par derrière à un service de recouvrement qui est assuré dans les 24 heures suivant sa livraison. Parce qu'il y a un livreur qui est passé chez moi à récupérer un colis. Jusqu'à présent, je n'ai pas trop de nouvelles de lui. Aux dernières nouvelles, sa moto aurait été volée. Bon, et puis, ça restait comme ça. Avec vous, c'est pas, on a le temps de suivre un tout petit peu la trace du livreur, où se trouve le colis, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Effectivement. Et après, par derrière, on a toute une politique de remboursement, de retour. Ah oui. Voilà, dans des délais assez logiques. Mais qu'est-ce qui change votre entreprise de livraison? Ça change. Quelle est la différence entre elle et les autres qui sont sur place, notamment des grands groupes dont je ne vais pas citer le nom ici? Quelle est la différence? Alors, quelle est la valeur ajoutée? Alors, vous savez, ces grands groupes dont vous parlez déjà ont un gros problème. Ils ne gèrent pas le recouvrement pour les commerçants. Ils assurent la livraison, mais sans recouvrement par derrière. Ce que nous, on assure pour le commerçant, c'est en terre à terre. Le commerçant qui a son article, qui veut le faire livrer, Oblack livre le colis, mais par derrière, Oblack encaisse la valeur du colis et Oblack assure le paiement du commerçant. Mais ces grands groupes dont vous parlez justement, assurent tout simplement la livraison sans par derrière assurer le recouvrement. Je m'inscris un peu en faux dans ce que vous dites. Dans la mesure où ces grands groupes dont on parle aujourd'hui, mais moi quand j'achète de la nourriture, du poulet dans un supermarché, dans un fast-food, le gars il vient, il me livre mon colis, on me demande si je dois payer à l'espèce. Mais là, c'est différent, c'est plutôt les commerçants. C'est différent. Moi, je fais la livraison, je ne suis pas une plateforme de vente. D'accord. Donc, voilà, la différence, c'est que moi, j'assure le transport. C'est ça. Et par-dessus, j'ajoute le recouvrement.
Mais vous parlez de groupes qui ont des plateformes qui permettent de mettre en ligne des produits ou, si vous voulez, voilà, voilà. Oui, j'ai une question pour vous. Je suis très curieuse d'en savoir un petit peu plus sur votre domaine. Par exemple, il y a des secteurs comme celui du textile ou peu importe, où il y a des besoins d'importer certaines petites machines ou certains petits équipements, mais qui coûtent une fortune au niveau des douanes. Parfois, c'est 70-60% de la valeur du produit. Je serais curieuse de savoir comment est-ce que vous gérez avec les douanes, en fait, toutes les taxes, etc., qui s'imposent quand vous importez, exportez des produits de l'étranger. Est-ce que vous intervenez déjà dans ce domaine-là? Oui. D'accord. Et pour répondre à la question de Sarah? Alors, ce que nous faisons déjà pour ce qui est l'import, nous faisons ce qu'on appelle le groupage maritime. Qu'est-ce que c'est? Nous avons une entreprise également en Europe qui regroupe tous les produits de nos commerçants. Ensuite, nous mettons en conteneur et lorsque ces produits arrivent ici, nous faisons un dédouanement groupé, ce qui permet de réduire les coûts. Vous faites un dédouanement complet. Effectivement. Groupé. Mais ça reste quand même assez coûteux. Non, c'est relatif au taux. Oui, c'est relatif. parce que je vous donne un exemple très simple. D'accord. Je faisais venir du matériel individuellement, mais effectivement, ça coûtait beaucoup plus cher. Et quand c'est arrivé en groupage, c'est comme ça qu'on dit l'expression. On se répartit les coûts, en fait. On se répartit les coûts, Effectivement. c'est question de mathématiques. Ouais. D'accord. Moi, je voudrais juste savoir quels sont les moyens que vous utilisez dans le cas de votre livraison. Est-ce que c'est juste des motos, c'est des engins à 2 roues ou est-ce qu'il y a des véhicules? C'est quoi, quel type d'engin que vous utilisez? Parce qu'aujourd'hui, quand même, on sait qu'il y a plusieurs qui sont adonnés à cette activité en utilisant des engins, mais qui en réalité ne sont pas dans les règles, en fait. Quand ils disent dans les règles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de carte grise, qui n'ont pas de patente, qui n'ont pas un certain nombre d'éléments quand même pour pouvoir Même circuler. le sac qui prend pour porter votre marchandise, si c'est de la nourriture, mais mon Dieu, à l'intérieur, il y a des chaussures, il y a... C'est compliqué. Voilà, donc c'est quoi pour vous, en fait? Alors, on a vu les sacs. Déjà, Oblac dispose de la carte de transporteur. Okay. C'est la première chose. Nous avons les sacs isothermes importés, fabriqués en Espagne. Nous avons pris le soin, surtout au niveau de nos livreurs, d'être assez stricts. Tout ce qui est permis de conduire, bonne aptitude au travail. Et bon, depuis peu, l'État a instauré les cartes grises pour les motos, justement. Donc, nous faisons les livraisons avec les motos, mais par derrière, nous avons également des fourgons et aussi des VTC. Alors, Monsieur Ake, quelles sont les dispositions que vous mettez en place pour protéger la vie de vos livreurs, aussi de votre matériel? Parce qu'on a vu ces derniers mois, ces dernières années, nombre de livreurs se faire arracher leur moto, agresser, perdre la vie, et bon, des fois subir des raquettes. Mais pour leur sécurité, qu'est-ce que vous mettez en place pour les protéger? Alors, la question est bonne. Déjà, niveau sécurité, ce qui est essentiel pour un livreur, c'est bien connu, le port du casque, se protéger les genoux, les gants. Après, nous, on a connu ce phénomène des vols de moto. Et qu'est-ce qu'on fait? On a des zones qu'on dessert et des zones qu'on ne dessert carrément pas. Des zones, dit chez nous, des zones à risque. C'est quelle zone? Je vous prends l'exemple d'Atekoubé où nous, on a déjà perdu près de 5 motos. Voilà. Et on a des horaires fixes, c'est-à-dire après 18 h, nous ne livrons plus. Pour toutes les commandes chez Oblac. Après 18 h. Maintenant, est-ce que, parlant de sécurité, est-ce que vous assurez vos... Bon, je tiens à rappeler, M. Daouda Coulibaly et tous les autres, qu'on reçoit M. Ake en tant qu'expert dans le domaine de la livraison. Donc les questions ne sont pas spécifiquement sur sa société, mais qui nous donnent un tout petit peu... Oui, mais de façon générale, est-ce qu'aujourd'hui... C'est important, s'il vous plaît. De façon générale, M. Ake, est-ce que ce ne serait pas bien qu'au lieu de donner des gants, en plus des gants, une assurance? Nos livreurs sont assurés et déclarés. À la CNPS. Bien sûr. Mais pas tous les livreurs, parce qu'il faut généraliser le débat, je reviens là-dessus. Mais il dit nous, il précise pour lui. Oui, mais justement, parce qu'avec lui, je crois que c'est un peu la raison de sa présence, c'est d'évoquer la situation des livreurs. Aujourd'hui, à quelle problématique les livreurs sont confrontés? J'ai une véritable question à ce niveau-là. Quels sont les défis auxquels les livreurs sont confrontés aujourd'hui? Vous, en tant qu'entrepreneur, quels sont ces défis-là? Du secteur, en fait. Alors, je dirais... Après, j'enchaîne. D'accord. Parce que quelqu'un m'a dit ici, Brice, avec ces histoires de livraison de nourriture. J'enchaîne. Globalement, est-ce que les livreurs aujourd'hui sont régis en association? Est-ce qu'il y a des fédérations? Comment vous êtes organisés en vérité? J'avoue que non. Il n'existe aucune fédération à ma connaissance, ni association qui régisse le secteur. Après, il y a depuis peu l'Agence de régulation du transport intérieur qui a instauré une nouvelle réglementation
concernant le domaine de la livraison. Voilà, mais pour autant, à ma connaissance, il n'existe pas de fédération officielle. Il y a les associations je crois que quelqu'un de l'association de livreurs, parce qu'il y a les livreurs et les sociétés de livraison. Effectivement. Ça fait deux. Les livreurs indépendants, comme on dit. C'est ça. Voilà, et il y a les structures de livraison, justement. Très bien. Alors, pour revenir à la question de Daouda. Les défis. Alors, au niveau des défis, le premier défi qu'on a aujourd'hui, c'est au niveau de l'adressage. Ok. Étant donné que, bon, j'ai vu que c'est en cours en ce moment, C'est ça. mais il n'y a pas vraiment d'adressage. Et donc, du coup, lorsque le livreur a une livraison à faire, il faut appeler le client. Au moins 5 appels déjà pour que le client puisse indiquer. Ça nous prend déjà du temps. C'est une perte en temps. Et par derrière, il y a aussi le souci de la sécurité, justement, dont on parlait pour les livreurs. Parce que les agressions sont fréquentes. Et on a aussi le problème des paiements. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des grands groupes, comme on dit, des mobile money, qui essaient de faciliter les recouvrements. Mais par derrière, encore, on a un problème parce que le client, même au niveau des frais, parce que, bon, l'Ivoirien se plaint un peu là-dessus, on a un peu ce problème-là aussi. Au niveau du recouvrement, les paiements ne sont pas assez fluides comme nous souhaitons. Les gens préfèrent du cash ou Ils préfèrent du cash. toujours du cash. Pourtant, nous ne pouvons pas aller récupérer un colis à Bassam, le livrer à Ça Yopougon revient plus cher. et retourner encore à Bassam, juste donner le cash. Donc après, pas derrière, Et on a justement, ce les agressions sont survenues aussi à cause du fait que les gens se disaient que les livreurs avaient du cash sur eux. Parce qu'en disant, en partant récupérer un colis, le colis fait 36 000, il a au moins 3 fois 36 000 sur lui, en attendant le soir pour faire un versement. Donc c'est Mais est-ce que un peu pour la ce qui pérennité de accentue les votre agressions. business et de votre secteur, c'est vrai que ce n'est pas votre rôle, mais vous, en tant qu'acteur dans les services de livraison, est-ce que vous n'envisagez pas de travailler à sensibiliser les populations, vos clients, à passer au cashless? Écoutez, on essaie de le faire, mais vous savez, déjà, en Côte d'Ivoire, il y a La psychologie des clients. la psychologie des clients. Le client n'achète pas d'avance tant qu'il ne voit pas le colis. C'est la première chose. Mais c'est sûr, on ne peut pas payer un poisson qui nage. Non, mais par contre, ailleurs, ça se fait. Vous achetez le colis, mais vous avez la possibilité de demander un remboursement si le colis ne vous convient pas. Ouais, parce que la problématique en Côte d'Ivoire ici, c'est que tu achètes un colis que tu n'as pas encore vu. Finalement, il y a ce qu'on voit à l'affiche, il y a ce qu'on reçoit. Donc, comme Ah, je mais c'est parlais que de partout, nourriture, c'est je parlais de partout. guitare, je prenais une guitare, moi, et la guitare que j'ai vue, c'était une guitare enjouée. Bon, enfin, Donc finalement, pour retourner le produit, C'est le délai de ça retour devient qui- un combat entre le vendeur et le client. Donc autant que je regarde, ça est devant moi. Très bien. Ouais, en fait, ça pose la problématique. C'est bien ce que Daouda dit. Hein, ça pose c'est une problématique pour laquelle je voudrais justement que vous puissiez nous répondre. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes en fait qui sont mis en place par les sociétés de livraison pour garantir effectivement à ceux qui recourent à vos services qu'en cas de non-satisfaction, ils puissent entrer en possession de ce qu'ils ont, ou du moins de ce qu'ils ont engagé? Attention, par contre, nous Il y ne a sommes pas le excusez-moi, vendeur. je voulais dire, il y a deux problématiques. Il y a la problématique de la société de livraison, il y a la problématique de la société qui produit l'article. J'explique, non, je comprends, j'ai parfaitement compris. Moi, j'ai commandé avec un vendeur quelque chose. C'est vous qui l'avez transporté jusqu'à chez moi. Je constate que ce n'est pas normal. Vous plaignez au C'est vous vendeur. qui... Je me plains au vendeur, d'accord, mais c'est lui qui sait où le vendeur est. Moi, je ne sais pas en réalité. Moi, j'ai la position, c'est-à-dire que j'ai l'échange avec le vendeur. Mais en réalité, celui qui prend du point A au point B, c'est lui en réalité. Donc, aujourd'hui, est-ce que moi, si je ne suis pas satisfait et que celui qui est en face fait preuve de mauvaise foi, de sorte que je n'arrive pas à entrer dans mon remboursement, vous, est-ce que vous avez un mécanisme pour nous permettre réellement de finalement entrer en contact avec celui-là et puis pouvoir avoir un remboursement? Parce qu'on est souvent devant des situations pareilles. Où on a vu des livreurs qui disent, bon, non, moi, c'est ce qu'on m'a donné pour venir déposer. D'accord, je suis d'accord, mais c'est toi qui es venu déposer. Moi, je peux dire, donc, je ne paye pas, alors. Non, je ne te Très paye bien, pas. c'est la question. Hein. Quand même. Ah, Il reste non, mais c'est pour 2 expliquer, en fait, minutes. Il reste pour 2 qu'ils minutes, comprennent, en fait. malheureusement, on va le Alors, nous assurons uniquement le transport. C'est clair dans notre politique. Dominique Nous Yaba assurons nous le dit, transport. Oblak ne vend rien, lui, il livre. C'est ça, c'est Voilà. la livraison. Nous ne vendons pas, mais après, derrière, les garanties que nous, on a, les retours chez Oblak sont gratuits. Ça, c'est la première Ok, chose. d'accord. Et donc, C'est nous déjà une bonne réponse à la question. Voilà. C'est déjà gratuit. C'est-à-dire, je peux dire, je ne suis pas d'accord, vous retenez avec oui, ça gratuitement. effectivement, lorsque Je paye nous pas. venons livrer, si vous n'êtes pas satisfait du colis, nous retenons le colis tout simplement au vendeur. Pour les jeunes pour les jeunes qui recherchent du travail, un livreur en moyenne gagne combien en revenu en moyenne? Écoutez, c'est relatif hein, aux entreprises, mais chez Oblak, le livreur gagne bien plus que le SMIC. Et après, il y a des primes par derrière. Bien plus que le SMIC. Bien plus que le SMIC. Aujourd'hui, vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur, vous dirigez cette entreprise-là et vous êtes dans le domaine. Message particulier pour les jeunes qui veulent se lancer. Est-ce que c'est un domaine Est-ce que porteur? c'est facile? Voilà. Quels sont Est-ce que les c'est prérequis à avoir avant de se lancer dans ce domaine?
C'est un domaine très porteur. Selon l'étude de McKinsey d'ici 2025, l'Afrique aura près de 10% de l'économie africaine sera basée sur le commerce électronique. Donc moi, je pense que qui parle de commerce électronique parle par derrière de distribution. Voilà. Et je pense que c'est un secteur assez porteur, mais qui a besoin encore d'organisation et de professionnalisme, autant chez nous, les prestataires, que chez le client, que comme chez le vendeur. Je vois que vous avez des motos, vous avez des véhicules. C'est jamais peut-être dans certains pays. On va partir au drone. On ne sait jamais. Ah ouais. Ouais, on a des fourgons et effectivement. Vous avez des fourgons. également. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau, monsieur. On a fait le tour. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci. En tout cas, on aura des occasions de vous retrouver sur notre plateau pour d'autres occasions. Merci. Nous, on va marquer la pause. Et tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk pour la deuxième et dernière partie de notre rendez-vous. Ce soir, nous sommes en compagnie de Sarah El Ouadili. Nous sommes en compagnie de Sa Majesté Daouda Coulibaly. Nous sommes en compagnie de Madame Médith Broubleu. Et bien sûr de Monsieur Élisée Boloubeux. Oui, tous les quatre. On ne peut pas la tabasquer. Daouda est en train d'entendre son costume. Et justement, je gagne 15 secondes pour qu'on puisse recevoir notre invité, l'invité du Grand Talk. Ce soir, nous sommes en compagnie de M. Samba David qui nous rejoint. Il est coordonnateur national de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. M. Samba, merci de nous rejoindre sur le plateau du Grand Talk. Voilà, M. Samba David qui nous rejoint. Venez, M. Samba, venez. Voilà. Bonsoir. Installez-vous, M. Samba David. Bonsoir, merci d'être avec nous sur le plateau. J'évoquais tout à l'heure votre mouvement, la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Comment on présente la coalition à nos téléspectateurs? Les indignés de Côte d'Ivoire, mon Dieu. Oui, bonsoir à tous présents ici. Merci. Content de retrouver Daouda après combien d'années. Voilà, la coalition des indignés de Côte d'Ivoire est un mouvement de la société civile qui se veut et porte-voix de la population, et qui s'est engagé officiellement en 2013 à demander des comptes aux gouvernants, voilà, sur la gestion de la chose publique. Donc il y a cela, donc il y a l'injustice sociale qui a été vraiment dénoncée depuis longtemps. Et je voudrais donc remercier ici officiellement Daouda, qui fut le premier cadreur photographe qui nous a quand même qui a permis de faire connaître la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a énormément d'affaires, on va dire de drames sociaux auxquels sont confrontées les populations. Alors, quelles sont les actions que vous avez menées récemment avec votre association contre ces situations d'abus? Oui, il faut dire qu'il y a l'actualité d'aujourd'hui qui est celle de la zone industrielle. Il faut dire que la zone industrielle, depuis toujours, avec l'avènement des vigiles, là, nous avons pris le bâton de pèlerin. La zone industrielle d'où? Soyez plus précis. De Yopougon. Okay. De Yopougon. Nous avons interpellé les autorités sur la manière dont les travailleurs au privé sont traités. Voyez-vous, même quand il y a eu tout récemment l'augmentation du SMIC, pour que cela rentre en application, il a fallu des grèves et tout ça. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, quand au privé, les employés sont en grève, ce sont des grévistes qui sont arrêtés et jetés en prison. Nous avons toujours été de leur côté, demander que la mesure prise par le chef de l'État soit respectée. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un qui manifeste pour que la décision du président soit respectée soit réprimandé et que celui qui viole la décision du président soit protégé. C'est malheureusement ce à quoi nous assistons. Donc, ça fait partie des activités que nous menons. Et parmi ces activités, vous avez vu mon écrit sur la page officielle concernant le prix du mouton. C'est hier que nous avons été saisis par quelqu'un à Port-Boué et nous nous sommes rendus sur les lieux. Il se trouve que quand les vendeurs de moutons viennent, du bétail viennent, il y a une taxe de 180 000 francs qu'ils doivent payer au district d'Abidjan. Et une fois les 180 000 francs payés, dans les 180 000, il y a la sécurité, il y a le package du bétail, il y a la protection des bêtes, il y a l'assainissement de l'endroit et tout ça. Malheureusement, une fois les 180 000 francs payés, les bouvets sont livrés à eux-mêmes. Chacun cherche où va parquer ses bêtes. Et à 20 h, il y a un certain M. Bois du district d'Abidjan qui vient avec son équipe pour demander que ces bouvets-là se déplacent. Il dit, mais nous, on a payé et vous ne nous avez pas logé. Il dit, j'ai fini de parler. Quand il finit de parler, il donne donc instruction à son équipe qui donc casse le parc.
et les bêtes se dispersent. Voilà. Et donc, vous avez dû entendre M. Kansoré Baba, qui est l'autre porte-parole, qui a dit que vraiment, c'était vraiment un véritable calvaire. On dit à la télévision la foire aux moutons, mais aucune mesure n'est prise concernant ceux qui viennent. Or, ils ont des pays voisins où ils peuvent aller vendre leur bétail, mais ils rassurent leurs parents, leurs amis, allons en Côte d'Ivoire, allons à Abidjan, là-bas c'est sécurisé. Surtout à Port-Boué, on nous a tout promis. Mais quand ils viennent, c'est le calvaire. Donc hier, ils ont fait le décompte, ils ont perdu 100 moutons. Et au-delà même des taxes qu'ils payent, 180 000, quand ils sont chassés, il y a des jeunes qui viennent pour dire, nous, on va vous trouver de la place, on vous donner 120 000 francs. Donc, en dehors des 180 000 francs, ils payent encore 120 000. Alors, pour eux, toutes ces taxes payées-là vont se répercuter sur le coût du mouton. Voilà. Sans compter les tracasseries routières et tout ça. Donc, vont se répercuter sur le coût du mouton. C'est donc le calvaire de ces vendeurs de moutons-là que nous ressentons dans le prix du mouton. Bien entendu. Et quand ils viennent, le coin est inondé. Là où ils sont parqués, là, c'est inondé. Donc, ils vont louer, ils vont faire venir des bennes de gravier, de sable, tout ça, pour rembrayer le coin. Tous ces coûts-là, des travaux de remplissage, de rembrayage et tout ça, vont se répercuter sur chaque prix de mouton. Mais justement, David, concrètement, après tout ce que vous êtes en train de dire, qu'est-ce que la coalition d'indignés compte faire pour qu'aujourd'hui, on ne puisse plus, le consommateur lambda, parce que moi, je vais manger mon mouton demain, pour que je puisse avoir le mouton moins cher. Parce qu'entre-temps, monsieur David, pour revenir sur la question de Daouda, je pense que cette situation-là n'est pas nouvelle cette année. Oui, est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est la première fois que ça se passe ou bien c'est depuis de nombreuses années? Non, selon les témoignages de ces personnes-là, ça fait 3 ans, qu'ils vivent ça. Ça fait 3 ans qu'ils vivent ça. La coalition des derniers, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne fait que tirer la sonnette d'alarme. Et c'est ce pourquoi je suis sur le plateau. C'est parce que j'ai décrié. Est-ce que la coalition, par exemple, a pris contact avec la mairie, avec le district. Oui, nous avons pris contact avec les agents du district qui étaient sur place, qui encaissaient. Oui. Encaissaient. On est d'accord que ceux-là ne décident pas. Hein? Non. Nous avons d'abord pris contact avec eux pour demander le contact de la personne citée, qui est M. Bois, qui serait chargé du patrimoine et autres au district. Ils ont refusé carrément de nous mettre en contact avec M. Bois. Ils ont refusé, c'est hier que ça s'est passé. Ils ont refusé carrément de nous mettre en contact avec M. Bois pour vraiment avoir aussi sa part, sa version. Nous sommes partis de l'abattoir à 18h. Nous sommes partis de l'abattoir à 18h et je crois bien que c'est autour de 19h-20h, j'ai reçu le coup de fil de Live TV de mon passage d'aujourd'hui. Pour nous, nous dénonçons et nous vous remercions de relayer cela. Parce que si vous ne relayez pas, ça va toujours rester entre les consommateurs et ceux qui exercent ce métier-là. Vous voyez le cas du poisson-thon. C'est ce que j'ai fait. Nous avons dénoncé et nous avons besoin des médias pour relayer cela. J'aimerais en profiter pour poser la question, une fois que, pour comprendre vraiment l'objectif de la coalition et les activités que vous menez, donc une fois que vous identifiez une anomalie, vous vous adressez aux médias, vous faites en sorte pour que le maximum de personnes vous entendent, vous relayez l'information, comme sur le cas des taxes en ce moment. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quelles sont les activités qui vous mènent à vraiment faire une différence? Et si vous pouvez peut-être partager un petit peu avec nous quelques exemples de vos accomplissements. Vous avez pu aider des consommateurs vous avez pu aider, je ne sais pas moi, à orienter... La coalition des Indiens de Côte d'Ivoire, nous avons eu... Justement, la question de Sarah, parce qu'on va revenir à la question des moutons, nos internautes sont très friands. Les actifs à la tête de la coalition, globalement, et puis après on va voir la chose spécifique. Oui, les actifs à la tête de la coalition des Indignés, il faut dire que nous avons appelé à notre premier rassemblement contre la cherté de la vie en 2013. En 2013, cela s'est achevé avec les arrestations, les brimades et autres. Nous avons continué avec la signature des pétitions pour ceux qui voudraient dénoncer la cherté de la vie. Nous, notre rôle en tant que société civile, c'est d'attirer l'attention de tous les Ivoiriens sur le coût des articles. Malheureusement, les interlocuteurs nous prennent pour des opposants. C'est-à-dire le ministère du Commerce et autres. Quand on leur écrit, c'est difficile de répondre. Je prends la dernière date. Oui, quand vous dites difficile, quand vous dites difficile de répondre, non, ils ne répondent pas. Je prends la dernière date où le président de la République prend un décret pour plafonner le prix
du poisson-thon, par exemple. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la nourriture qui est aujourd'hui mieux partagée dans tous les foyers, dans tous les ménages, c'est le garba. Oui. Voilà. Donc, il prend un prix, et il prend un décret pour plafonner le prix du garba, le prix du thon. Du poisson. Du poisson-thon. thon. Mais le faux thon, alors donc des Ivoiriens, il y a quelques rares Ivoiriens qui sont dans le domaine du thon, font appel donc au respect du décret du président. Ceux-là donc sont donc chassés du port, et puis ceux qui ne respectent pas, c'est-à-dire le cartel qui ne respecte pas le décret du président, restent sur place et travaillent. Qui les Nous chasse avons, je viens. je Des informations capitales quand même. viens. Ouais. C'est important de préciser. Laissez-moi vous donner les informations. Non, mais c'est important de oui, mais préciser. Oui, donc je viens. Une information qui n'est pas précise n'est pas une information. Donc il faut Donc, préciser je l'information. viens, Qui je les viens. chasse du port? Je Monsieur viens. Samba David. Je viens. Vous savez, quand les bateaux viennent, les acheteurs grossistes vont dire que notre Côte d'Ivoire, notre pays, décide désormais de vendre le poisson sur le bateau à 400 francs. À 400 francs, et puis les demi-grossistes à 450, les détaillants à 600, et puis bon, le commerçant, en fait, le consommateur, achète ça à 800 francs sur le marché. Ça, c'était le prix décidé par le président de la République. Alors, il y a donc certaines personnes, telles que je peux citer, telles que les Moumouni, qui vont dire aux propriétaires du bateau, si nous on ne respecte pas les 400 francs, nous, on peut payer le poisson à 600. Au lieu de 400 francs, comme décidé par le président. Alors, le commerçant, lui, vient vendre son poisson en Côte d'Ivoire. Il vient des différents pays. Quelqu'un dit, il faut respecter le décret du président qui dit qu'il faut vendre le poisson à 400 francs sur le bateau. Et un autre qui vient, il dit, nous, on va acheter ça à 600 francs. Désormais, ceux qui sont pour 400 francs sont plus servis. Mais M. Samba, moi, je suis un peux peu réagir, embêté. pardon. Désormais, ceux qui sont pour 400 On a francs. bien entendu, mais il faut que les autres Mais également pouvoir... M. Samba, je suis un peu allons-y. embêté quand vous dites. D'abord, nous sommes dans un monde, c'est le libéralisme. Ah oui. Mais le plafonnement dont vous parlez, Oui. quand il y a eu la question de la vie chère en Côte d'Ivoire, il y a eu plafonnement de beaucoup de produits. L'huile, Le premier, ouais, l'huile, la le viande. poisson et autres. Mais après, il y a eu de nombreux décrets qui ont été pris. Et donc, les plafonnements se faisaient par échelon. Donc, au moment où vous parlez, parce que je me rappelle bien, on était dans la période de août, septembre là-bas, à cette période-là, j'ai vu votre déclaration. Oui. Mais comment on appelle ça, la CNLVC même n'avait même pas encore plafonné le prix de ce poisson-là. Donc, est-ce que quelque part, vous n'êtes pas dans un combat de personnes ici? Parce que là, quand vous dites Moumouni et autres, est-ce que ce n'est pas un débat des personnes? Non. Il faut dire que vous n'avez pas suivi l'évolution des choses. Le président a pris le décret en décembre. Et les deux ministres, ministère du Commerce et ministère des Affaires animales et halieutiques, un truc comme ça, ont pris un arrêté en février pour l'application de cette décision-là. C'est en ce moment-là que nous sommes rentrés en ligne de compte parce que déjà, quand ça sortait, le prix du thon, le kilo du thon était à 1200 francs sur le marché. Pendant que le président voulait que ça soit vendu à 800 francs. Donc, nous avons dénoncé cela. 6 mois après, avant cela, nous avons écrit au ministère du Commerce. Et le ministère du Commerce nous répond 6 mois après pour dire que le décret pris par le président est expiré. 6 mois après. Mais pendant que le décret n'était pas expiré, qu'a fait le ministère du Commerce? Pourtant, regardez le site du ministère du Commerce. Jusqu'à aujourd'hui, cette nuit-là, quand vous allez consulter le site du ministère du Commerce, vous allez voir que le poisson thon, le kilo, est à 800 francs sur la fiche commerciale du ministère du Commerce. Pourtant, dans le marché aujourd'hui, c'est monté à 1300. Très bien. Alors, Élisée? qui dit vrai? D'accord, je reviens à vous, M. Samba. Qui dit vrai? Élisée? Oui, monsieur Samba David, je pense qu'on est devant les Ivoiriens et il est important quand même de dire un certain nombre de choses. Notre volonté à nous tous ici, là, c'est de voir notre pays changer et surtout aller dans le bon sens. Vous qui menez ce combat contre ce que je peux appeler en réalité des fraudes massives et excessives autour de ce qui devait être normal. Aujourd'hui, dites-nous, après vos investigations, qui sont ceux qui sont à la base de ces fraudes-là qui contribuent aujourd'hui à faire de la vie des citoyens un calvaire véritable parce que les prix ne font que monter, que ce soit dans le domaine des bétails, que ce soit dans le domaine du poisson. Aujourd'hui, est-ce que vous avez identifié le maillon des acteurs qui sont à la base de cette situation? Merci de me donner l'occasion aujourd'hui d'expliquer un phénomène qui est en train de se passer ou une solution. Très bien, c'est ça, Après, on va passer à la solution, c'est global. après nos différentes interpellations, après nos différentes manifestations, parce que nous avons appelé à une marche sur le port
et qui avait été dissuadé et tout ça. Après cela, nous avons été reçus par le ministère des Ressources animales, qui a pris à bras le corps et les semaines qui ont suivi a initié un séminaire à Bassam. Nous avons fait 2 jours dans de grands hôtels à Bassam et nous avons cherché la solution du poisson. Ce n'est plus le thon, la solution du poisson en Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, Vous voyez, quand nous avons dénoncé... Monsieur David, ça veut dire qu'à un moment donné, si vous le dites, parce que tout à l'heure vous avez estimé, et je Quand vous pensais, écoutez pas. quand vous écoutez pas, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez même droit à des concertations avec les autorités. Oui. Très bien. Oui, De très bonnes après- nuits dans des hôtels. Oui, après combien de temps, je le dis bien. Donc, nous sommes allés à Bassam et le ministre l'a dit, depuis plus de 20 ans, ce désordre existait dans le secteur du thon. C'est grâce aujourd'hui à nos interpellations qu'ils ont décidé de faire un séminaire. Très bien. Et au sortir de ce séminaire-là, il y a donc un comité interprofessionnel qui sera mis en place, qui va décider, comme un guichet unique, qui va décider du prix du poisson désormais en Côte d'Ivoire. Donc, personne ne viendra dire, moi, mon poisson, c'est à temps, pas à temps. Mais il faut dire que c'est l'actif, la personne des indignés. Très bien. Maintenant, Donc, voilà. bien sûr, on est tout de suite parti à la La solution. personne est indignée. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a ça. Donc, aujourd'hui, bientôt, du moins, ce guichet unique va se mettre en place. Et dans ce guichet unique, nous avons demandé 2 choses. Il faut un guichet unique d'achat de poissons. C'est-à-dire, ce n'est plus comme avant, quelqu'un met 1 milliard dans un sac à dos, il monte sur le bateau, il donne l'argent, sans transaction, sans trace. C'est ce qui se faisait par le passé. Sans trace, quand vous allez au port, ils ont l'argent, beaucoup d'argent dans le sac, ils montent sur le bateau, ils donnent ça au capitaine là-bas, ils donnent du poisson et puis il est venu connu. Très bien. Donc la banque paie, l'État paie et tout ça. Et aujourd'hui, justement, c'est pour il y aura remédier à la tout cela qu'il y a eu la solution et que vous donc, proposez. comment on Ce guichet appelle unique, devait être la unique. police est chargée de l'économie, là, comme on l'appelle. La police économique. La police économique a été donc mandatée pour faire une recherche dessus sur, je crois, 3 ans en arrière. Je crois le rapport que nous avons vu, il y a entre 30 et 50 milliards qui circulent sur le secteur tant seulement au port entre les commerçants et les grossistes. 50 milliards. 50 Donc milliards. aujourd'hui, nous voyons que grâce à nos dénonciations, l'État voit que 50 milliards défilent comme ça. Donc, sur l'objectif de la solution, ça sera aussi de briser ce cartel. Oui, bien sûr, briser le cartel. D'accord. On va revenir, s'il vous plaît, Monsieur au Samba. sujet du mouton. Daouda, avec votre permission, on va revenir. Vous vouliez je parler voulais- de ton encore? Je voulais parler des indignés et de la lutte de la société civile en Côte d'Ivoire, en fait. D'accord. Avec Samba David. D'accord. Bon, mais on Ils sont d'abord avec les moutons. Exactement, on était l'actualité des moutons. dans vous avez votre question. Ils sont d'abord avec le mouton. Voilà, vous C'est finissez le l'actualité. mouton. Voilà. D'accord. Vous évoquez une situation, malheureusement, on est un peu sorti parce que Sarah a voulu qu'on évoque vos actifs. On va revenir à la question du mouton. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont indignés par le prix du mouton. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les actions que vous avez posées? Et là, vous parliez tout à l'heure de M. Bois que vous n'avez pas pu rencontrer. J'espère, quand vous n'entendez pas, vous arrêtez là. Vous allez prendre d'autres dispositions pour essayer de régler cette situation. Oui, pourquoi pas. Nous ne faisons pas que dénoncer. Nous voulons trouver des solutions C'est ça. à la cherté de la vie en Moi, je Côte sais par d'Ivoire. exemple que le CNLVC a produit un communiqué, je l'ai vu ce matin, qui invitait donc les uns et les autres au respect des prix, donc éviter que les prix flambent, qu'il y ait de la Oui, mais surfacturation. quand cette structure produit un communiqué, il faut que cette structure se mette en contact avec les vendeurs pour que cette structure se rende compte des difficultés de ces vendeurs-là. Nous sommes allés sur le terrain. Moi, je ne les connais pas, je n'ai pas de contact avec ces vendeurs-là. Mais c'est hier que j'ai été contacté par quelqu'un et nous sommes rendus à Port-Boué. Et quand nous sommes rendus à Port-Boué, effectivement, l'endroit où sont parqués le bétail, où est parqué le bétail du moins, est inondé. Alors, ceux qui ont assez de moyens font venir du gravat pour faire du remblayage. Il y a tout ça. Et ils disent, tous ces travaux qui étaient censés être faits par le district d'Abidjan, qui prend en compte les taxes de 180 000 francs par enclos, 180 000 francs par enclos, devrait prendre en charge tout ça. Quand Et ils c'est viennent, justement c'est pas quand fait. ça ne s'est pas fait, Et en conséquence directe, c'est que le prix Voilà. de tout ça. Voilà, mais s'ils ne font pas du remblayage, quand on descend les bétails dans l'eau, ils vont prendre froid. Donc les bêtes vont mourir, donc ils vont perdre. Donc ils ne parlent pas du voyage des tracasseries routières, mais ils parlent du sur place. Et en plus de ça, il y a donc cette mafia du district d'Abidjan dirigée par un certain Bois qui vient à 20 h les chasser.
Et quand il est chasse... Quand vous dites Mais tantôt vous mafia, êtes avec un cartel, tantôt la mafia. Non, mais mais vous ne écoutez, voyez... non, Est-ce que non, vous n'êtes pas un conspirationniste, M. Samba? Non, est-ce que c'est pas de la vous n'êtes pas de la conspiration? Daouda, je te connais pour ça. Bon, parce que là, vous avez... Non, mais je c'est ne tombe surtout... pas dans ton jeu. Non, c'est pas du jeu. Non, mais Je ne tombe pas dans ton jeu. Tantôt vous dites cartel, Ce sont tantôt eux. mafia. Non. Parce que vous avez Concernant tenté... la mafia... Monsieur Samba, on va aller doucement. Alors On va s'entendre sur le plateau, je vous rassure. On va s'entendre. Vous dites, vous avez tenté d'avoir le numéro de M. Bois. M. Bois serait venu sur les lieux, aurait demandé donc aux personnes de dégager et vous avez demandé aux agents d'avoir le numéro de M. Bois. C'était hier. Oui, hier. Et aujourd'hui, vous n'avez toujours pas le numéro de M. Bois. Non. Vous savez bien où M. Bois pourrait être domicilié. Enfin, il travaille au district. Ouais, voilà. Bon, mais déjà, vous n'avez pas rencontré M. Bois de hier aujourd'hui. Vous déduisez déjà que c'est une mafia. Non, je ne suis pas en train de qualifier M. Bois d'être à la tête d'une mafia. Je dis que ce sont des propos que j'ai recueillis hier de ces témoins-là. Ils disent qu'une mafia organisée, comment? Quand M. Bois vient à 20h, parce qu'un service normal ne peut pas venir déguerpir les gens à 20h. Non, si. Non, attends. Non, attends. Si, M. Samba. Je me permets de vous dire si, dans la mesure Daouda. où ces bêtes-là viennent à n'importe quelle heure, à cette heure. Daouda. Hier, Mme Brou, vous êtes arrivé, vous avez quitté la télé à quelle heure? À 18h. Vous êtes arrivé à quelle heure, là-bas? À 23h30. Daouda. Il faut des autorités pour y travailler quand même. Daouda. Bon, allez-y. Quand les camions arrivent, Oui. c'est en pleine journée que les camions arrivent. Certains arrivent la Et nuit. c'est Vous le avec, concédez les au moins. agents, c'est avec les agents du district que ces personnes-là payent leur argent. S'il y a déjà un interdit ou bien une interdiction à faire, c'est déjà à l'arrivée de ces camions-là qu'on leur dit, c'est là-bas que vous allez parquer vos animaux, par exemple, pas ici. D'accord. Mais quand ils finissent de prendre les 180 000 et qu'ils laissent les vendeurs à leur sort et que chacun se débrouille pour parquer ses animaux, ce n'est pas à 20h ou à 21h passées que vous venez pour dire non, ce n'est pas ici, vous devez les mettre, il faut les déplacer. Mais là où il est... Les conséquences de cette décision, c'est qu'il y a 100 moutons qui se sont retrouvés. Et puis là, quand ils sont parqués là, c'est là où il y a la lumière, là où ils disent qu'il y a la sécurité. Mais quand on les chasse, où on va les mettre, c'est derrière Batim Pro. Il y a une société Batim Pro là-bas, il n'y a pas de lumière là-bas. Alors, les jeunes viennent dire, bon, nous, on va vous parquer là-bas, vous nous payez 120 000 francs. Malgré les 180 000, vous nous payez 120 000 francs. Enfin, il y a 300 000. Voilà. Donc, quand ils vont là-bas, et dans le convoyage des bêtes, ils sont exposés à tout vol. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu les 100 En solution, ce que vous souhaitez, parce que l'on est en train de... Ce que nous souhaitons, Oui, il monsieur. faut que, pour baisser le coût du bétail en Côte d'Ivoire, il faut mieux organiser ce secteur-là. Des gens viennent des pays différents. Il faut donc que la manière dont le convoyage des bétail a été organisé, il faut qu'à l'arrivée, il y ait la sécurité. Il faut que les endroits prévus pour recueillir le bétail soient bien remblayés et tout ça. Si tant est tout que ça les gens payent en plus. Oui, les gens C'est payent ça, 180 000 quand même. Et ils rentrent pas Mais dans M. la Samba, loi, c'est j'ai pas une normal. dernière question pour vous. Oui, concernant Indigné. Aujourd'hui, je vois que vous êtes dans une dynamique de collaboration avec les autorités de la place pour que les choses se passent bien pour les consommateurs. Qu'est-ce que vous pensez de Chérif Balé, qui est votre alter ego dans la question des indignés? Non, nous sommes tous de la société civile. Nous abordons des sujets peut-être différemment, mais je pense que chacun a sa manière de dénoncer. L'auriez-vous fait comme elle, par exemple? Parce qu'il sait que vous êtes parti en prison comme elle. Oui, non, c'est qu'elle est en prison comme moi. Ben voilà. Allez-y, Élisée, j'ai une dernière question pour vous. Non, moi, c'était juste une petite contribution dans le cadre des solutions, comme vous l'évoquiez tantôt. Ça me pose quand même un problème qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, plusieurs années après, personne ne se sent interpellé par le fait que jusqu'aujourd'hui, le parc à bétail de moutons soit à Port-Boué sur la route de l'aéroport, qui bouche et obstrue carrément la circulation. Depuis des années, à chaque fois qu'on arrive à cette période, il y a toujours cette même ambiance et ça n'émeut personne. Alors que je me rappelle, en 2014 ou 2013, nous avons vu passer une note officielle du gouvernement ivoirien qui indiquait que désormais le parc se retrouverait à Niamey. Mais 6 ans, 7 ans plus tard après, le parc continue de demeurer à Port-Boué et ça obstrue la circulation et ça n'émeut personne. Je pense que ça aussi, c'est une des solutions pour éviter qu'on se retrouve dans toutes ces situations-là, en fait. Décentralisé. L'application des directives contre du temps. Oui, il faut dire que cette remarque est juste. Parce que hier, nous sommes partis de Yopougon à 13h pour arriver à 16h C'était à infernal. Port-Boué.
C'était infernal. C'était vraiment infernal. Alors, on supposait que le président vienne passer, ou bien une délégation officielle, vous voyez. Donc, l'emplacement du... c'est le président qui contrôlera les chemins. L'emplacement de l'abattoir n'est vraiment pas approprié. Oui. Il faut donc délocaliser cela. Ça va être le prochain combat des indignés, c'est ton Merci, M. Samba. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Nous sommes en fin d'émission, mais je vous promets qu'on aura l'occasion de vous retrouver sur le plateau et peut-être qu'en face, il y aura peut-être le district et vous aurez l'occasion de confronter les idées. Merci beaucoup. Oui, c'est moi qui vous remercie. Je profite pour encore remercier Daouda. Voilà, J'ai cru que nous allions parler des actions de la coalition des indignés et du livre qui est sorti. Oui. Mais malheureusement, le temps est Oui, passé. parce qu'il y avait des sujets d'actualité. C'est ça. Voilà, les sujets d'actualité. Votre ouvrage s'appelle Ma vie pour la justice, au service du combat. Ma vie au service du combat. Voilà. D'accord. On aura l'occasion de vous recevoir Voilà. sur le Donc, plateau. merci bien, merci à tout le monde, merci à vous qui m'avez reçu. Merci à la grande famille G7 qui suit l'émission depuis partout. Très bien. Merci. Nous, on vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Je vous Prenez soin remercie. de vous et des autres. Et à demain. À demain.